Mesdames et messieurs, bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui ce jeudi 31 octobre 2024. Je suis avec Caroline Sionneau. Bonjour Caroline. Bonjour Victor. Alors aujourd'hui, Caroline Sionneau va pas vous faire peur parce que c'est Halloween, mais va vous éclaircir sur certains sujets. On va parler des 120 saillies offertes de Tactical Landing qui a été accepté à 82% par le comité. Puis nous allons parler aussi de l'affaire un petit peu du moment qui fait des booms. C'est la taxation sur les paris hippiques. Et puis il y aura une mobilisation le jeudi 7 novembre sur Paris. Et on va en savoir plus dès demain avec Dany Terwiesch qui va nous en dire un petit peu plus sur le lieu, etc. Mais on est avec Caroline Sionneau. Alors Caroline, Tactical Landing a été accepté par le comité. Le comité américain lui a proposé 120 saillies sur 2 ans. Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné? Oui, ça risque de l'être, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a plusieurs aspects à ce sujet-là. Il y a plusieurs manières de l'aborder, d'ailleurs. Je commencerai par dire que c'est le complexe du cornflakes, ou complexe du popcorn, comme vous voulez, mais toujours moins bien que les requins. Hein, voilà. Je commencerai par dire que d'un point de vue économique, qu'est-ce qu'on envie aux Américains? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on envie dans leur modèle d'un cheval comme Tactical Landing? J'ai envie de vous dire que le cheval, c'est pas vraiment le sujet. C'est un très bon cheval, très bien né, solide, parfait, gagnant de gagnant dans le Lotonium, etc. Il a tout ce qu'il faut, tout va bien. La manière, par contre, d'envisager économiquement cette carrière des talons américaine, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un cheval qui a très peu couru à 2 ans et qui a suivi un programme classique a priori à 3 ans, point. Qui est rentré au ras depuis, et voilà. Et depuis, on valorise et on survalorise, bien sûr, ses rejetons et ses saillies. Et ça bénéficie à qui? À quelques-uns, c'est comme ça. Il y a un syndicat Tactical Landing, je crois que c'est 10 personnes. Ouais, c'est ça. Et puis ça va bénéficier à des investisseurs derrière qui vont acheter les rejetons. Et en fait, quand je parle du complexe du Grand Flex et du toujours moins bien que les ricains, c'est ça. Oui. En fait, le problème de Tactical Landing, c'est que ça a été abordé d'une manière, nous aussi on veut faire du business. Nous aussi on veut ça. C'est ça l'idée. Et là, je pense qu'on fait vraiment fausse route. Je veux dire, nous, on a un programme de sélection, le trotteur français, on court de l'âge de 2 ans à 10 ans. Nous, c'est longévité, robustesse, et en plus, il s'avère qu'on est rapide. Qu'est-ce qu'on a à envier à ce modèle-là, si ce n'est à nous tirer une balle dans le pied? Ou de dire, ben voilà, on change de modèle. Le retour sur investissement, il est beaucoup trop tardif chez les trotteurs. On veut faire du business, nous on est des businessmen, on va vous apprendre. Non, le problème c'est que nous on a un modèle derrière, on a un environnement économique, avec encore une fois cette mission de service public qui est là et qui nous protège. Et ce programme, encore une fois, de sélection du trotteur français, mais on est aux antipodes d'un modèle d'exploitation comme un cheval, comme Tactical Landing. Ouais. Qu'est-ce qu'on a à leur envier? Je veux dire, le but, ça va être de faire du business. Alors, encore une fois, pour certains, en plus, on va cibler, encore une fois, ça va être des intérêts un petit peu particuliers. On est absolument pas dans l'intérêt général. Et puis, encore une fois, on est aux antipodes du système sur lequel on repose. Et ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est créer une brèche et de dire, mais si, on va faire de l'argent. Non. Nous, la base, ce sont les allocations distribuées. Voilà. On vit. Ce métier-là fait vivre, donc désormais 1400 entraîneurs, et bien plus encore derrière, bien sûr, toute une filière des salariés, des fournisseurs, etc. Tout le système repose sur la distribution des allocations. Et quelque chose me fait dire que finalement, on arrive à un point où on sait pas bien comment maintenir le système. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à envier aux Américains. Nous dominons en termes d'élevage sur la scène européenne et même mondiale. À vrai dire, nos chevaux n'ont jamais été aussi puissants et ils vont toujours aussi vite. Alors, c'est vrai que ce fils de Mussolini, le Tactical Landing, a sans doute été apprécié parce que ça a été voté à 82% par le comité. Alors vous aviez... Vous regrettiez qu'il n'y avait pas eu assez de prudence pour ce vote. Est-ce que
Est-ce que réellement, c'est réellement une question, est-ce qu'il y a pas eu assez de prudence? Parce que 82%, c'est quand même Bien énorme. sûr, ça c'est une décision qui a été prise sur le coin d'une table en 48 heures. C'est-à-dire qu'on a laissé croire à qui voulait bien entendre que nous aussi, on allait faire du business. C'est qui, nous? Je veux dire, est-ce qu'on a consulté les éleveurs? Est-ce qu'on arrive, nous, dans un cul-de-sac? Ceci étant dit, est-ce qu'on a besoin d'aller chercher? Alors, moi, je parlais de la manière économique. Déjà, on a bien, enfin, si tant est que je puisse me répéter, mais je crois que c'est important. On est aux antipodes de ce modèle-là. Donc, c'est absolument pas en fonctionnant de la sorte qu'on va sauver notre élevage. C'est vraiment bien au contraire. Mais la manière dont ça s'est déroulé, c'est d'abord apparu dans la presse. Le comité a été informé Après, officiellement, hein, après déjà, avec des documents 48 heures avant. Bon, en assurant qu'il n'y aurait aucun problème. Or, c'est très bien, j'ai abordé la manière économique, bien sûr, du sujet, mais il y a aussi la manière technique qui va poser problème, justement. Là, on va parler règlement technique. Là où je suis, moi, fermement opposée, je vois très bien où on veut aller, et je vois notre système, c'est qu'on a une richesse en trotteur français, c'est qu'on est spécifique. Et par là même, je trouve qu'on se tire une balle dans le pied parce qu'on devrait cultiver notre excellence. Or là, on va chercher, par opposition à la spécificité du trotteur français, on va chercher du standard bred. ouais. Je veux dire, le standard bred porte son nom. On veut uniformiser. Qu'est-ce qu'on veut faire exactement? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il y a une manière aussi, manière cheptel, c'est-à-dire est-ce qu'on a besoin d'aller chercher parce que finalement chez nous on n'a pas ce qu'il faut? Non. Je veux dire, notre cheptel de poulinière couvre largement, et même trop, je veux dire, c'est pour ça qu'on sélectionne. Le programme de sélection du trotteur français ne peut pas absorber toutes nos naissances. C'est le principe même de notre existence et de notre métier. On sélectionne. Voilà. Et Alors, par là même, on a construit un programme avec une longévité, et c'est ce qui nous fait vivre par le biais du PMU. D'accord, avec la mutualisation, et c'est ce qui fait que les courses deviennent de plus en plus rémunératrices pour la filière, d'autant que les courses se situent pour des chevaux âgés de 5 à 10, de 6 à 7, de 7 à 9, enfin bon, ça commence à devenir vraiment très juteux et rémunérateur. Alors juteux, c'est pas le bon terme, mais je veux dire, le système est vraiment vertueux, dans la mesure où le parieur, on suscite l'intérêt lorsqu'il y a rien de mieux que de suivre un cheval, les vieux chevaux, avec tous nos cracks, tous ceux qu'on a connus. Bon, alors je vous parlerai pas d'un ténor de mode, etc., qui avait fait pleurer dans les chaumières, c'était incroyable comme histoire, invaincu jusqu'au prix d'Amérique, mais oui. depuis, on est, bon, mais ça, il y a rien de mieux, si vous voulez, pour on a eu de nombreux cracks, pour l'intérêt. et c'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, un cheval comme là, qu'est-ce qu'on veut faire? Des rejetons qui vont courir 3 ans, parce qu'à 4 ans, nous aussi, on va les faire rentrer au haras, et ça serait tellement plus rémunérateur de les syndiquer que de courir en course. C'est ça qu'on veut. Mais en fait, c'est-à-dire que là, on est en train de dire, attention, les allocations, finalement, vous savez, on n'est pas tellement sûr de pouvoir les assurer. Il faut trouver une autre manière d'exister. Est-ce qu'on veut ce modèle-là? En fait, est-ce qu'on veut un modèle qui... C'est pas le modèle historique des courses hippiques. Et en fait, si on va vers ça, on va sans doute vers un modèle plutôt du galopeur actuel, quoi. Où on met les chevaux, où on met les cracks à 4 ans, 4-5 ans au haras, ils rapportent bien plus, des millions d'euros. Alors oui, les allocations vont sans doute baisser au fur et à mesure, mais ça on en parlera après. Mais c'est sûr que si on va sur ce modèle-là, ça va pas vers les courses, ça va plutôt vers le business. C'est absolument. Non, alors, attendez, quand je dis business, je veux dire, il faut assurer... L'intérêt général, c'est que chacun puisse en vivre, mais le plus largement possible. D'accord? Ça aussi, c'est du business. Et c'est tellement plus difficile à faire que de cibler quelqu'une élite. Vous comprenez? Oui. Et à mon avis, c'est là où c'est vraiment très, très rémunérateur et très vertueux, c'est que on puisse abonder et inonder et toucher le plus de socio-professionnels possible. Il faut que le plus de socio-professionnels possible puissent vivre de ce métier qu'est la compétition de course hippique au trot. Or, on voit bien que la base s'effrite. On perd cette base.
cette pyramide, on perd en largeur, bien sûr. On perd en largeur. Donc, il y a un moment donné, ce que l'élite ne comprend pas aujourd'hui, c'est qu'elle est soutenue par la base, et la base est en difficulté. Donc, on perd socio-professionnel, et ce type de modèle tend vers cette, malheureusement, vers cette configuration très néfaste. Et oui, effectivement, ça ressemble très fortement à un modèle pour le plat au galop. C'est-à-dire que en plat, les allocations ont beaucoup moins d'importance dès lors qu'on peut valoriser la carrière d'un cheval, parce que eux ont affaire notamment à l'international, ce que nous on n'a pas. Mais là encore une fois, où on va à l'envers, c'est que on n'exploite pas notre excellence et surtout notre spécificité. Le trotteur français, il est unique. Oui. Et on va aller chercher du standard Brett pour uniformiser tout ça, pour que les chevaux soient encore plus rapides. Pourquoi faire? Puisque justement, notre programme de sélection, il est fait pour aller jusqu'à 10 ans. Est-ce à dire qu'ensuite le modèle va changer? C'est-à-dire qu'il y aura tellement plus de chevaux à 7 ans. Vous voyez, ça va s'effriter aussi, parce que non seulement ça s'effrite, le nombre de socio-professionnels a plongé depuis 4 ans, oui, voilà. et c'est tout à fait en accord aussi avec le nombre de partants. On perd du partant. Alors ça, c'était dans votre programme de décembre dernier, bien sûr, 2023. Oui, parce qu'on a hyper sélectionné, j'avais expliqué ça, on a hyper sélectionné. Vous avez hyper sélectionné, monsieur. Vous vous êtes présenté l'année dernière pour devenir présidente de la SETF. Vous aviez créé votre parti USCH, Union de sauvegarde des courses hippiques, avec le parti Equistratis dont vous êtes une des créatrices. Vos orientations... Pas vraiment. Pas créatrice, je suis arrivée en route. Là, vous êtes arrivée en route, mais vous avez pris ensuite une place importante. Alors, vous aviez comme programme la création d'un pôle de pilotage unique, une restructuration permettant des économies de 150 millions qui seraient redistribuées aux socio-professionnels, c'est une augmentation de 25% sur les prochaines mandatures. Donc ça, c'était une idée forte. Là, je parle vraiment des idées fortes, la suppression des dispositions statutaires et réglementaires abusives, le dopage, etc. Alors, on sait que vous étiez quand même assez contre l'ouverture du studbook, comme de pour les raisons que je viens d'évoquer, d'ailleurs. Voilà, c'est là que j'allais en venir. Pour des raisons économiques. D'après un sondage mené par Trop Insurgé, une branche de l'Uturfin justement, a montré que la majorité des éleveurs, je crois 64%, étaient contre l'ouverture du studbook, et ces 64% faisaient partie des plus petits éleveurs. C'est naturel, j'ai envie de vous dire, les plus gros éleveurs ont envie de prendre de plus en plus de parts de marché, et c'est normal qu'ils s'intéressent à l'étranger. On peut penser à Jean-Pierre Barjon sans le citer. Alors, est-ce que avec cette ouverture de Tactical Landing, on ne va pas vers une ouverture du studbook entre guillemets maquillée? Je crains que ce soit le cas, parce que on nous colle des règlements zéotechniques dans 4 minutes avant de voter, des règlements qui sont là. Voilà. Mais en nous disant, au final, la tutelle donne caution. Donc déjà, c'est relativement choquant, juste avant de voter, en disant, vous voyez, la tutelle a pris soin de répondre à nos interrogations, et c'est elle, finalement, qui va cautionner. Bon, c'est-à-dire que quand il y aura un litige, la tutelle, à ce moment-là, comprenez, est-ce qu'elle va encore être là? Est-ce qu'elle va dire, mais non, nous avions dit? Non, je veux dire, on dépend... La spécificité, la richesse du trotteur français dépend également de la réglementation européenne. Et c'est là où bas blesse. Ouais. C'est là où c'est très fragile. Il y a deux choses. Il y a notamment le fameux article 7. Je veux dire, l'article 7, c'est comme ça. C'est la spécificité du trotteur français. Nous sommes en insémination, en IA. C'est du frais. Voilà. Dès lors que là, on introduit le congelé, et encore une fois, effectivement, ça va apparaître comme quelque chose de maquillé, puisqu'il y a 2 ans, lors des assises de l'élevage, le but était de montrer que le débat était sur le transport de semences. Et pourquoi finalement on a focalisé comme ça sur le transport de semences? C'est parce qu'il fait référence au fonctionnement et au règlement du livre généalogique, qu'on appelle désormais livre généalogique, anciennement studbook, le fameux article 7, et c'est lui qui nous tient. C'est lui qui régit. Là, vous faites sauter le verrou pour un apport de tactical landing. Et encore une fois,
pourquoi faire, hein, ça j'ai expliqué avant, mais j'ai envie d'y revenir tellement je vous dis, je vois pas en quoi ça va nous rendre service du tout. En plus, au niveau génétique, j'ai regardé un tout petit peu, mais je me renseigne auprès de professionnels éleveurs et surtout professionnels à l'étranger. Je veux dire, Mussolil, on a déjà. En plus, on va même pas chercher un pédigré qu'on n'avait pas. Vous voyez, Non, on l'a déjà, Mussolil. Hein. On l'a déjà comme Chapter 7. Là, par exemple, dans ce pédigré-là, il est vachement intéressant parce qu'il y a vraiment des choses qu'on n'a pas. Vous voyez, ils auraient pu justifier en disant, finalement, vous remontez juste la pancake, etc. Il y a vraiment des pères et des pères de mères. Bon, là, alors que là, on reprend du sang qu'on a déjà. Donc, génétiquement, quel est l'apport pour faire quoi? Pour que nos chevaux soient encore plus dans le sang, plus rapides, plus précoces, qu'on exploite encore plus tôt. Et au final, la volonté, c'est d'hypothéquer la carrière de nos chevaux. Et donc, ce programme de sélection du trotteur français, bientôt, il n'aura plus cours. Mais quel cheval va aller courir jusqu'à 10 ans? Quand en plus, vous mettez par-dessus, vous contribuez à déréguler le système par le biais, justement, de dire, mais c'est tellement plus rentable au haras que d'aller courir. Alors que dans le trotteur français, on n'en est pas encore là, quoi. Heureusement que les allocations sont là, parce que les allocations, encore une fois, permettent d'inonder une base large. Et c'est grâce à elle qu'on vit. Si vous réduisez... voilà, tout ça concourt à un modèle tout à fait élitiste qui fait qu'on se tire une balle dans le pied et on va être de moins en moins nombreux. Ça me paraît tout à fait évident. Et pour revenir au danger réel, là après, je veux dire, ça se passera en justice. Alors, que vient faire le ministère de tutelle là-dedans? C'est-à-dire que quand vous allez avoir les Européens qui disent « Oh, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, finalement », tout le monde va vouloir la prendre. Cet article 7, mais finalement, quelle différence entre mon poulain et un poulain de Tactical Landing, puisque c'est celui qui nous différencie, encore une fois. C'est comme ça. C'est là maintenant que la question, ils ont ouvert une fenêtre et comment la fermer, ou peut-être qu'ils veulent juste ouvrir la porte. Alors maintenant, on va passer au gros sujet, du moins où vous allez nous éclaircir. Alors, ce qui a sans doute augmenté ce pourcentage de 82%, c'est une circulaire qui est apparue 4 minutes avant le vote du comité. Alors, vous allez nous dire ce qu'est cette circulaire. Je crois qu'elle sortait du ministère de l'Agriculture et elle a sans doute motivé plusieurs à voter pour, ce qui a sans doute enlevé une certaine prudence chez chacun. Alors, moi j'ai lu le rapport Bluman, qui était une sorte d'expert, et en fait ça dit complètement l'inverse. Hein. Oui, c'est ça. Exactement. Je sais pas si la logique est présente à la SETF, mais là, du moins, il n'y en a pas beaucoup parce que il y a quelques décennies, ils ont demandé de faire un rapport, le rapport Bluman que l'on appelle, qui est entre guillemets à l'inverse de cette circulaire. Et donc, vous allez nous parler un peu de cette circulaire parce que je crois que vous l'aviez mauvaise. C'était un peu un coup de gueule. Je n'oserais pas dire que c'était un petit peu mesquin, mais de la sortir à 4 minutes alors qu'il l'avait plusieurs mois avant. Ça manque un petit peu de... c'est un peu mesquin. L'adjectif là de mesquinerie, c'est pas ce qui me préoccupe. Je m'interroge plutôt sur, pour le coup, le rôle de la tutelle, le rôle qu'on lui a fait jouer. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que là, on vote pour un avenir, plus qu'un avenir, c'est-à-dire un devenir. Je veux dire, peut-être que là, c'est l'amorce d'une nouvelle configuration pour notre élevage. C'est pas rien. C'est pas rien. Et ce qui est très choquant, c'est de faire intervenir la tutelle, qui est représentée à chacun des conseils d'administration et des comités, par le biais d'un courrier, moi je l'ai appelé circulaire, c'est un courrier, qui disait, suite à vos interrogations, je vous confirme, il y a un règlement RZUE, pour ne pas le nommer, 2016, etc., qui dit une chose. Ensuite, il y a un deuxième règlement, toujours dans ce règlement zootechnique européen. Et la conclusion, c'est non, il n'y aura pas de lien entre l'ouverture des courses et
le règlement zootechnique, comme décrit ci-dessus. Bon, une conclusion sur laquelle, évidemment, ils ont fortement appuyé, sachant que le Kidam présent, j'aurais bien voulu savoir qui avait compris déjà les deux règlements qui étaient exposés. Bon, ça sortait effectivement du RZUE, mais ce qui comptait, au final, c'était quand même la conclusion. Et la conclusion signée effectivement par sous-directeur du bureau du cheval, comment s'appelle-t-elle, de mémoire, Madame Stauffer. Madame Stauffer, alors pour la transparence, le RZUE, c'est le règlement zootechnique européen, je crois que c'est cela. Exactement, voilà. Exactement. Et la conclusion dit, il n'y a pas de lien. Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr? Bon, on vous plaque deux alinéas du règlement et la conclusion vient dire il n'y aura pas de lien. Et donc voilà, pour revenir, puisque vous insistez sur ce vote, là c'est véritablement la tutelle qui a pris une responsabilité sur le vote. Et ça paraît... Sachant que c'est une affaire qui était tombée quelques jours avant, je veux dire, il y a un nombre d'éleveurs suffisant, il y aurait pu avoir quand même une consultation, personne n'a été consulté, c'est-à-dire aucune association d'éleveurs, hein, oui. Aucune. On aurait pu commencer par là, on aurait pu commencer en région, mais prendre les associations existantes, consulter, non, tout ça. En fait, ils n'ont pas consulté. Dans laquelle ils n'ont pas consulté ceux qui font les courses. Personne. Oui, c'est ça. En fait, ils en ont fait sans doute qu'à leur tête. Ils ont dit, nous, on prévoit ça. Avec ce courrier, ça en a sans doute motivé plus d'un. Et en fait, quand on se rend compte, juste du dernier sondage, en fait, si on se prend 64% est contre l'ouverture du Studbook, ça veut dire sans doute une majorité, sans doute contre aussi l'arrivée de Tactical Landing. Surtout que ça profite aussi à des juments de première catégorie, c'est-à-dire encore et toujours des juments d'exception, des juments qui ont un sacré papier ou qui ont réalisé de sacrées performances. Oui, et ça représente donc 4000 et quelques juments sur les 12 000 existantes. Donc oui, effectivement, on cible. Bon, c'est le principe, là, pour le coup, d'un tirage au sort. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, je vous l'ai expliqué au préalable. C'est-à-dire que, évidemment, on va aller jusqu'au boutisme, dans l'excellence, dans l'élitisme, pardon. Dans l'élitisme. On va jusqu'au bout, bien sûr. Et encore une fois, c'est vraiment méconnaître. Enfin, en fait, il n'y en a pas. Je veux dire, ce qui manque, là, c'est une vision d'institution. Là, il n'y a pas de direction de donner, si ce n'est de dire on fait tomber tous les verrous, ça va, stop. Et ce qu'on ne perçoit pas, là, vraiment, moi, ce que je regrette, c'est que il n'y a pas de prise de conscience du côté excellence et encore une fois du côté unique du trotteur français. Et là, par le biais de ce tactical landing, on est en train de perdre cette richesse et cette excellence et ce cas unique, c'est tout, parce qu'il y a un autre élément aussi qui fait acte de race pure, et dès lors que vous apportez du sang nouveau, vous allez perdre cette histoire de race pure qui fait que le trotteur français va avoir un autre apport et du coup vous mettez en défaut ce règlement justement européen et là où le bas blesse, encore une fois, ça va être l'Europe. On n'est pas tout seul à décider parce que c'est un échafaudage qui tient par le biais de réglementation européenne. Et là, je voudrais voir le poids du ministère de l'Agriculture face à la réglementation européenne. C'est là où le bas blesse, si vous voulez. Là, c'est vrai qu'il y a un petit hic ici, là, c'est ça qui manque. Alors, l'Europe, on peut dire que c'est pas dans ses règles. Le ministère de l'Agriculture, lui, propose ce courrier. Mais en fait, on n'arrive pas trop à s'y retrouver. C'est ça le problème. Nous qui voulons éclaircir un petit peu le sujet, on ne sait pas qui croire. Malheureusement, c'est malheureusement ou heureusement, hein, peut-être que ça va marcher l'essai Tactical Landing et c'est tout ce que l'on souhaite pour ceux qui vont en bénéficier. Mais on ne sait pas encore où ça va aller. Attendez, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Je veux dire, ça veut dire quoi, ça marche? La question, c'est est-ce que Tactical Landing va... Est-ce qu'on en a besoin? Et quels sont les effets négatifs? En fait, c'est la perversité de cette offre où, encore une fois, c'est pareil. Je veux dire, un syndicat qui offre, je sais plus, il y a un calcul qui avait été fait, je crois qu'on est à 3 millions de dollars pour le coup sur la table. Oui. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une petite contrepartie derrière, non, je sais pas, c'est nous prendre pour des enfants. Et le fait aussi de la rapidité, c'est-à-dire une décision prise en 48 heures sans consultation préalable,
d'aucun socio-professionnel, au final. L'éleveur, ça aurait été la base, mais Oui. d'aucun socio-professionnel, histoire de ne pas réfléchir. Vous voyez, ça se fait en 48 heures, parce que comme ça, personne n'a le temps d'imaginer les éventuelles conséquences. C'est vrai que les conséquences vont peut-être être, les conséquences négatives parce que ça devrait, du moins on l'espère, marcher, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les conséquences le plus important, surtout que c'est peut-être un cadeau empoisonné et que on a accepté assez facilement avec 82%. Merci Caroline pour ce sujet. On a passé le tactical landing. Maintenant on va passer au sujet un petit peu plus fort, plus important, et c'est là que vous allez nous être importante, Caroline, parce que vous allez nous devoir, entre guillemets, nous éclaircir, parce que on a du mal à s'y retrouver. C'est sur la taxation sur les paris hippiques. Alors c'est le gouvernement qui propose un amendement, qui a proposé cet amendement lundi. Alors, je vais vous lire l'amendement. L'amendement prévoit d'augmenter la taxe de 6,9 à 7,5% sur les produits bruts des jeux sur les paris hippiques passés dans le réseau physique, c'est-à-dire les PMU et les hippodromes, et puis de 6,9 à 15% sur les paris en ligne, ce qui fait, d'après une estimation, je pense assez juste, 36 millions d'euros de moins d'allocation, ce qui est énorme. Oui, ce qui est énorme, même si, comme vous le dites, je suis censée vous éclaircir, si je peux vous rassurer, même les députés, ils perdent leur latin. Alors, pour vous éclaircir, il faut que vous sachiez qu'à l'heure d'aujourd'hui où on se parle, il y a 5 amendements qui sont, enfin, il y a 4 autres amendements qui sont tombés depuis. Je vais être plus précise que ça. Il y a 3 sous-amendements qui sont tombés, un autre amendement. Donc non, il y a 4 sous-amendements et un amendement supplémentaire. On est rendu au 5e, Victor. Ok. Voilà. Donc depuis l'amendement qui est tombé lundi, alors là où le bas blesse, c'est qu'il est déposé par le gouvernement cette fois-ci. Bon, Alors parce qu'avant qu'il il était y avait quand même proposé. eu une alerte. Il y a eu un sous-amendement proposé par Madame Rousseau, un autre par Charles de Courson, je crois. Il y en a eu plusieurs de différents camps. Mais là, par contre, c'est le gouvernement. Et alors là, c'est une autre affaire. Oui, voilà. Là, c'est le gouvernement, donc effectivement, qui reprend finalement l'amendement, qui reprend une partie de l'amendement précédemment déposé par effectivement une liste de députés écologistes et en signataire, on avait aussi Madame Rousseau. Et du coup, le gouvernement Barnier reprend un amendement déposé par écologistes et Sandrine Rousseau. Bon, alors, quoi faire? Quoi faire? Bon, depuis 3 sous-amendements sont tombés. Alors 3, on va les qualifier en notre faveur. On a Eric Woerth qui a déposé un sous-amendement, c'est-à-dire qu'un sous-amendement, il est lié à l'amendement du gouvernement. Eric Woerth propose de revenir à la taxation qui existait. Donc celui-ci est en notre faveur, avec un exposé des motifs qui rappelle, comme à chaque fois, qu'on ne peut pas être considéré comme tous les autres cercles de jeux, casinos et autres, parce que nous, on a une filière derrière, avec des emplois, avec une ruralité, avec un maillage du territoire. On rappelle qu'Eric Woerth connaît bien le sujet des courses hippiques. Oui, il connaît assez bien. Ça, il connaît quand même relativement bien, je pense à Compiègne, etc. Bon, voilà, c'est pas une chose qui a été rapportée il y a 48 heures, d'une part. J'ajoute une chose, c'est qu'on est sur le PLF, d'accord, projet de loi de finances, de la sécurité sociale. Donc en fait, l'angle d'étude, on va dire, qui est posé sur la table, l'amendement déposé par le gouvernement Barnier lundi, c'est de traiter les addictions au jeu et par là même de renflouer, de taxer pour renflouer la sécurité sociale. Et là, c'est une nuance assez importante, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un PLF, on n'étudie pas l'économie de ces jeux, d'accord? On a une vision sécurité sociale, donc on traite l'addiction. Donc, oui, ce serait probable qu'une décision complètement technocrate soit prise à l'issue de ça, alors que on contreviendrait vraiment, oui, là pour le coup, à l'effondrement d'une filière qui a déjà tellement souffert depuis 2019, en vrai, puisque les allocations ont commencé à baisser en 2019, 2020, je vous en parle pas, année horrible, et puis 2021, on était encore à moins 10%. Bon, bref, si vous voulez, des millions d'euros. Les allocations ont augmenté légèrement depuis 1 ou 2 ans, je crois. Ah oui, non mais Victor, si vous prenez l'inflation, ça ne montait de rien, jamais. Ça D'accord? On a rattrapé. proportionnellement, c'est rien.
Mais au niveau des On a chiffres, rattrapé un niveau, mais on a un retard très très conséquent. C'est énorme ce qu'on a perdu. Je veux dire, si vous mettez en plus en euros constants au courant, bah, c'est effrayant, quoi. Bon, effrayant. Bon, déjà, on est quand même pas en grande forme, ok. Donc effectivement, une taxation supplémentaire dans ce cadre-là. Bon, là, employons les mots, ce serait pas préjudiciable, ce serait mortifère. Je pense. Enfin, c'est pas je pense, c'est sûr. bah, le Donc, problème de cet amendement, s'il est voté, s'il est exécuté, c'est-à-dire que c'est presque l'effondrement de la filière, parce que déjà, oui, avec le oui. PMU qui est à moitié en train de s'effondrer légèrement, malgré qu'on essaye de mettre la poussière sous le tapis. Alors s'effondrer, c'est pas le terme, mais ils sont pas à l'objectif, ça c'est sûr. Ils sont pas à l'objectif, et plus ça va aller, moins ça va aller. Et du moins ce qui est ennuyeux, c'est la perte de clients. Oui, c'est la perte de clients qui est de plus en plus nombreux. Il y a aussi de plus en plus de concurrence. Alors là, de plus, s'il y a cet amendement-là, alors c'est terrible. Oui, alors il y a eu 3 sous-amendements comme je vous l'expliquais, Voilà. plutôt en notre faveur, un d'Eric Woerth, il y en a eu un autre déposé par la députée modem de la Mayenne, Géraldine Bannier. Et voilà. Puis un autre, donc en notre faveur, Géraldine Bannier qui dit bah voilà, non, il faut exclure. Géraldine Bannier qui est une connaisseuse un petit peu des courses, on la voit souvent sur les programmes de Laval. Oui, voilà, elle est familière exactement. Elle est familière de donc elle est pour, vous pouvez regarder sur son compte Twitter, elle met souvent des choses, et je regardais ça tout à l'heure avant de commencer cette interview, et c'est vrai que elle a interrogé le ministre des Sports, qui n'était même pas au courant de cet amendement proposé par le gouvernement. Oui, alors bon, il eût fallu solliciter le ministre du Budget. Ça aurait été un tout petit peu plus, mais bon, là, il s'avère que c'était monsieur Gilles Avirou, qui par ailleurs est maire de Châteauroux, donc qui se rend régulièrement aussi sur son hippodrome. Mais en l'occurrence, je n'ai pas compris pourquoi cette question a été posée au ministère des Sports, qui n'est pas en charge de répondre sur. Il faudrait plutôt poser cette question sur le budget. Laurent Saint-Martin, ouais. Monsieur Armand, ministre de l'économie ou le budget, mais ça va sans doute poser. Ça va sans doute être posé dans les prochains jours, je pense. Donc deuxième sous-amendement de Géraldine Bannier. Troisième sous-amendement, un groupe de députés dont Véronique Louwagie, donc voilà. Qui est ex-maire de l'Aigle dans le 61, que vous devez peut-être connaître, Victor. Oui, je connais très bien. Bon, d'accord. Alors, cet amendement-là, il me paraît, ça ne m'engage que moi, parce que, écoutez, moi je suis pas député, vous non plus, Victor, donc voilà. Mais cet amendement-là paraît vraiment beaucoup plus travaillé, beaucoup plus, alors travaillé, est-ce que c'est le terme, beaucoup plus précis, et celui-ci est vraiment, enfin, je veux dire, il y a un acte de rédaction et de calcul et de proposition qui est beaucoup plus intéressante, on va dire. Bah, à vrai dire, dans ce groupe-là de députés, que ce soit Véronique Louwagie, c'est des gens de la ruralité, et puis on sait que l'Orne, ou du moins la Normandie, c'est quand même une terre de cheval, comme la Mayenne, mais elle est vraiment entourée d'hippodromes, Madame Louwagie, donc c'est sûr qu'elle est pour, elle est contre l'amendement, elle est pour les courses hippiques, donc et surtout qu'elle a une voix assez importante, parce qu'elle doit être vice-présidente de la commission des finances, dont elle s'était présentée pour être la présidente, mais elle a été battue par monsieur d'un LFI, je me rappelle plus de son nom. Oui, mais elle est quand même vice-présidente. Elle est quand même vice-présidente, donc elle a quand même une grande puissance. Ah oui, elle a un autre regard. D'ailleurs, l'amendement, bon, elle est pas toute seule à l'avoir déposé, je pense que ils sont plusieurs, c'est le groupe LR, je crois, en général. Et le groupe LR, voilà, Nicolas Rey, de mémoire, etc. Mais il est très construit, quoi, leur sous-amendement. En notre faveur toujours, et puis vraiment construit. Je continue. Il y a eu un 4e sous-amendement, Charles de Courson, déposé hier, je crois. Alors, voilà. Charles de Courson, comment vous dire, c'est-à-dire que là, c'est pas en notre faveur du tout. C'est-à-dire que Charles de Courson, technocrate de son État, propose, sans réalité de terrain du tout, propose non seulement de taxer, bien sûr, les courses hippiques, non seulement, mais aussi les parieurs. Formidable. Alors, Charles de Courson a été plusieurs fois interpellé, je crois, dans la journée par différents défenseurs des courses hippiques. Alors, il y a eu, bon, c'est encore
il savait pas trop comment marchait la filière, il a déposé cet amendement. Donc je crois qu'il a changé un petit peu d'avis, mais du moins le sous-amendement n'a pas été enlevé. Alors bon, pour l'instant c'est quelques informations que j'ai eues en soupape, mais je crois qu'il n'était pas trop au courant de comment marchait cette filière d'exception qui ne coûte rien à l'État et qui fait que de rapporter. Donc il n'était pas trop au courant, donc il a parlé, je crois, d'enlever son amendement, de le retravailler, mais pour l'instant il n'est pas enlevé. Donc Charles de Courson, oui, il n'est pas du tout en faveur des courses hippiques. Hein. Oui, ça on a vu. Enfin en faveur, c'est-à-dire qu'effectivement il n'y a pas de prise de conscience de réalité de terrain. Et enfin il y a encore un 5e amendement, enfin dont j'ai connaissance. Après je sais pas, il y en a peut-être encore au moment où je vous parle. Bah là je regarde en direct parce que il y en a des fois. Un 5e amendement déposé par 2 députés socialistes, dont Paul Christophe et non pas Christophe, à ne pas confondre. Donc députés socialistes, où eux, c'est pas du tout en notre faveur et ils disent non, il faut reprendre l'amendement initial du gouvernement. Vous voyez ? Oui. Donc voilà. Donc voilà où on en est, Victor, et je vous avoue que c'est bien compliqué parce qu'on se retrouve avec l'amendement bardé de 3 amendements en notre faveur, 2 en notre défaveur. Alors, même si le dernier dont je vous parle, c'est pas un sous-amendement, c'est un amendement. Donc c'est pas. Donc et puis en plus c'est fait par le groupe socialiste, qui va sans doute pas avoir de grandes répercussions, mais il faut toujours se méfier. Bien malin, et qui peut savoir qui aura des répercussions. Là, franchement, Victor. Je m'avance peut-être sur le sujet, mais sans doute que sans doute que le sien, je l'ai lu de Paul Christophe. Il est pas du tout en accord avec celui d'Eric Woerth. Et puis je crois qu'il y en a eu un. Je crois qu'il y en a un qui a été déposé par quelqu'un du RN, qui sera justement demain l'invité de Radio Balance, et lui je crois qu'il est aussi en faveur des courses hippiques. Je sais plus comment il s'appelle, il doit s'appeler... Eh bien écoutez, celui-ci j'en ai pas encore connaissance. Mais il est en notre faveur. Bon, écoutez, Jordan Guiton, c'est un député RN. D'accord. Alors, je sais pas s'il a déposé de l'amendement, je viens de recevoir un message d'un de mes correspondants qui me dit... il serait en faveur et à défendre les courses hippiques. Bon, alors je sais pas s'il a posé d'amendement, mais du moins le groupe RN serait du Rassemblement National serait. Jordan Guiton, donc ça vient de Troyes, je pense. Voilà, avec les courses hippiques. Dans le Giron Barouin, ok. Enfin, et puis justement demain il sera invité par Dominique Cordier sur Radio Balance. Très bien. Bon, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve, qui est vraiment complexe. Parce que le sort de ces amendements, ces sous-amendements, quel va être le devenir ? Est-ce qu'il va y avoir un 49.3 entre-temps ? Est-ce que ensuite ça va aller au Sénat ? Aller-retour entre les 2 chambres et commission mixte paritaire ? Vous savez que jusqu'au mois de décembre, tout est envisageable. Je veux dire, rien ne se termine, rien ne va être clos la semaine prochaine. Ah non. Ce serait bien si on pouvait savoir à quelle sauce on va être mangé, mais honnêtement, le PLF d'une manière générale, et le PLF de la sécurité sociale aussi, il y a plein de choses qui peuvent encore se produire d'ici le mois de décembre, et on n'est que le 31 octobre. Donc, pour revenir à la manifestation du 7 novembre, elle me paraît nécessaire. Alors ça c'est, on va en parler, qui boude tout le monde, ou que ça soit socio-professionnel, que ça soit éleveur, journaliste, en fait tout le monde... J'en rajouterai les parieurs. Turfiste par ailleurs, tout ce qui touche aux courses hippiques, tout ce qui touche à la passion, il faut qu'ils viennent se manifester. Alors la date va être donnée dans les prochaines heures par celui qui l'organise, Danny Terbèche, je crois, ou je sais pas si ça a été donné. Non, mais la date a été communiquée. Mais l'horaire et le lieu, pardon. Ah oui. Parce que la date, on sait que c'est le jeudi 7 novembre, mais ça va être dit dans les prochaines heures par Danny Terbèche qui l'organise, et celui aussi qui avait été un des maîtres qui avait organisé un petit peu lors du live beating en 2017 pour la manifestation. C'était lui un petit peu qui l'avait organisé. Oui, c'est exact. Mais bon, on pourra en reparler, vous m'en avez parlé tout à l'heure, que cet amendement était passé finalement. Oui,
effectivement, ironie du sort, c'est-à-dire qu'en 2017, on défilait pour le live betting, on était tous dans la rue, et finalement, il y a un amendement qui, lui, a été adopté. Alors, son sort n'est pas encore scellé, hein. Quand un amendement est adopté, il faut que ça aille au Sénat, etc. Mais enfin, quand même, il a été adopté très rapidement, un amendement déposé par Éric Woerth, à la demande du trot du galop et de la FNCH. Donc, des nouveaux jeux pour le PMU, à savoir des paris sur les courses passées, et également des paris en live, c'est-à-dire après le départ. Et donc du live betting. Nulle part dans l'amendement il y a marqué live betting. Ce n'est pas des courses hippiques, mais là on se rapprocherait plutôt de la loterie. Les courses du passé, oui, je pense qu'on se rapproche plus de la loterie que du pari hippique. Et puis le live betting, mais écoutez, le gros danger de ça, c'était quand même ce qui était exposé déjà en 2017. Le live betting, ça va être difficile d'empêcher les GPI de se goinfrer. Pardon pour le terme, mais pour le coup c'est ça. C'est-à-dire que je vais vite, mais au final ça donne quand même ça, ce qui fait que la cote fixe elle est plus respectée, quoi. Vous êtes plus dans, la mutualisation n'est plus respectée, vous êtes dans la cote fixe, parce que vous pouvez pas faire face à de grosses sommes d'argent qui sont investies en quelques secondes. Il y a que qu'on cette possibilité-là, et du coup, ils se coiffent, entre guillemets, sur le résultat. Exactement de la même manière qu'on les a exclus du quintet, hein. C'était ça le problème, hein. Les parieurs français sont pas dupes. Les parieurs français disaient stop, ça suffit les GPI. On a des rapports de misère, ils nous prennent toute la rentabilité, et c'est le problème qui va se poser avec le live betting, bien sûr. C'est vrai que là, pour les parieurs, ça donne pas envie de jouer quand on voit les rapports que le PMU propose, même pour un quintet dans le désordre. Des fois, c'est disons que ça devrait être quand même amélioré depuis qu'on a écarté les GPI du quintet, hein. Donc ça date du mois de juillet, je crois, août. Oui, bon, par contre, on nous dit pas s'ils vont pas se goinfrer sur le simple. Enfin bon, et de toute façon, ils vont dans les autres jeux à combinaison, hein. Les GPI, grands parieurs internationaux. Oui, c'est ça. Grands parieurs internationaux. Ok, Emmanuel Malcaz, au mois d'août, nous a dit ok, on arrête parce que ça va pas, même si 2 mois avant, elle disait que ça posait absolument aucun problème, vraiment, hein, en séance publique, hein, et que au contraire, ça rapportait 60 millions d'euros par an à la filière, et puis 2 mois plus tard, c'est problématique, ok. Donc effectivement, là, la communication du PMU, enfin en particulier de son président qu'on entend très peu d'ailleurs, et de sa directrice, M. Viel, qu'on n'entend pas, et Emmanuel Malcaz qui fait son exercice à chaque fois qu'on lui demande. Bon, là, en 2 mois, j'avoue que en matière de conviction a un petit peu changé. C'est-à-dire que 2 mois avant, elle expliquait que les GPI généraient de la marge, et puis 2 mois après, que c'était problématique. Bon, écoutez. Ce qui n'est pas dit par la suite, moi, ce qui nous importe, Victor, c'est bien le rendement à la filière, hein. Moi, c'est ça, hein, ce que je vois. C'est ça, en fait, parce que c'est une filière d'exception qui fait vivre des milliers de personnes, qui ne coûtent rien à l'État, et qui rapporte, je crois, à la fin 1 milliard d'euros par an, ce qui est assez conséquent, voire très conséquent. Alors, s'ils viennent de plus taxer, alors là, c'est désastreux, et voilà, c'est quand même une filière d'exception. Et l'autre jour, j'en parlais avec des gens qui ne connaissent très peu les courses, qui sont pas des fins connaisseurs, mais qui se déplacent régulièrement 1 fois, 2, 3 fois par an sur les hippodromes depuis de nombreuses années, qui disent c'est un système d'exception quand on voit la répartition des gains par rapport aux éleveurs, aux entraîneurs, propriétaires. C'est quand même assez bien fait. Et alors là, si les allocations baissent, où va-t-on aller? Sans doute dans le mur. Ah, c'est la fameuse variable d'ajustement qui fait que c'est là où vous faites effondrer. C'est ce qui s'est passé en 2019. Et puis ensuite, malheureusement, avec le Covid en 2020, etc., en 2021. Dès que vous touchez à cette variable-là, on voit le résultat. Je veux dire, prenez le nombre de socioprofessionnels en 2019 et puis prenez le nombre de socioprofessionnels à fin 23, vous allez voir. C'est tout. On était plus de 1600 entraîneurs, on est 1400. Les éleveurs, on en perd par paquet. En plus, on est sur une population vieillissante et il y a aucun signal qui est envoyé. Encore une fois, cruellement, il y a pas de vision d'institution, quoi, hein. Ce qui compte, c'est faire du business et de faire sauter tous les déons. Voilà. Nous aussi, on veut faire du business. On est, voilà, toujours moins bien que les ricains. Et je vois pas encore une fois, je vois pas ce qu'on a à leur envier bien sûr, dans ce métier-là, mais on n'a absolument rien à leur envier, ni leur piste, ni leur hippodrome, et ni leur économie des courses hippiques. Du tout. Voilà. De ce côté-là, le schéma français est absolument exceptionnel et unique.
unique, voilà. C'est bien dommage qu'on vienne pas le C'est vraiment le défendre. seul au monde. Beaucoup de gens, beaucoup de pays s'en sont inspirés et ils n'ont jamais réussi à le mettre en valeur comme nous on a réussi à le faire. Mais la charge de l'institution, c'est quand même de protéger ce modèle-là. Or, le problème de nos dirigeants, c'est que c'est exactement l'inverse en fait. C'est de faire bouger les fondamentaux et de pilonner les fondations, quoi. Hein. Oui, voilà. Et en parlant de nos dirigeants, ils sont quand même, je parle, que ça soit tous les dirigeants, que ça soit Monsieur Barjon pour le trot, même au galop, ils sont absolument en ce moment dans un petit coin, ils ne disent rien par rapport à cette taxation sur les paris épiques qui effondrerait le système, quoi. Il y a un communiqué commun qui est apparu. Oui, voilà, un seul communiqué, mais alors ils répondent très peu à la presse. Ça, je peux vous l'assurer en ce moment. Je dirais pas qu'ils se cachent pour pas leur manquer de respect, mais quand même ils sont très discrets. Et alors que normalement ils devraient être en train de se battre corps et âme. Alors je crois qu'ils se sont rendus il y a 2-3 semaines. Ils ont été voir la ministre de l'Agriculture, je crois, pour parler de cela, mais ils en ont pas trop parlé. Donc on n'a pas encore des informations très précises sur le sujet. Écoutez, je peux pas vous en dire plus sur l'action de lobbying, si tant est qu'il y ait une action de lobbying. Est-ce que chacun le fait à hauteur de son statut? Est-ce que c'est coordonné? Écoutez, j'ai absolument aucune information à vous apporter là-dessus. Non mais c'est pas grave. Au moins j'aurais apporté quelques informations durant cette interview. Alors je crois que c'est tout ce que l'on a à dire. On a compris vos positions idéologiques sur les différents sujets, sur ces deux sujets qui sont pas les moins importants. Ce sont sans doute des sujets les plus importants. Un touche l'élevage français et l'autre touche la filière en général. Merci Caroline pour cette interview. Avec plaisir, Victor. J'étais ravi que vous soyez mon invité de ce jour et moi je vous dis dès demain avec Dany Terbèche dont vous aurez une nouvelle interview sur la taxation sur les paris épiques et celui qui organise la manifestation du jeudi 7 novembre. Vous y serez dans la manifestation, Caroline ? Écoutez, je vais faire en sorte, je pense, d'y être, même si j'ai forcément c'est comme ça qui tourne ce jour-là, mais je vais faire en sorte d'essayer de m'organiser, mais je pense que c'est nécessaire, oui. C'est nécessaire, effectivement, on peut pas rester sans réagir, on est tellement coincé. La latitude, elle est en tant que socio-professionnel d'action, elle est très limitée, si ce n'est effectivement coordonner un collectif. Et puis pour qu'on mette en avant cette fameuse filière unique, riche et excellente. Je vous remercie Caroline pour ces derniers mots et moi je vous dis à demain. Allez, à la prochaine. Au revoir Victor.